Bonsoir et bienvenue à cette séance du conseil municipal de la ville de Baie-Saint-Paul. Pour débuter, on va faire un moment de silence en lien là, avec les deux pompiers qui malheureusement sont décédés en fonction durant la dernière semaine en raison des inondations et en même temps pour se recueillir, pour penser à toutes les personnes qui ont été touchées de près ou de loin par ces événements, cette catastrophe naturelle là, quand même qui a été assez difficile pour l'ensemble des citoyens de Baie-Saint-Paul. Donc, on va débuter officiellement. Je vais prendre le temps à la fin de la séance pour revenir là, sur les différents événements de la semaine, autant au niveau des étapes de qu'est-ce qui s'en vient, qu'autant au niveau là, pour remercier toutes les personnes qui ont contribué, là, qui ont mis la main à la pâte là, pour qu'on réussisse là, à sécuriser toute notre population. Donc, je vais revenir là, en bout de course tantôt. Pour débuter, donc, je vais demander à M. Émilien Bouchard, greffier à la ville, s'il vous plaît, de procéder à la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 8 mai à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir A. Ouverture de la séance, en B. Adoption de l'ordre du jour, suivi de la présentation des états financiers au 31 décembre 2022. En C. Lecture au dépôt des minutes. En D. Règlement. 1. Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2023-03, secteur rang Saint-Antoine-Nord, suivi de son adoption s'il y a lieu. En 3. Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2023-04 pour le 19 rue Euloge, suivi en cas de l'adoption s'il y a lieu. En 5, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2023-05 pour le 113 Montée-Tourlognon, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 7, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2023-06, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 9, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2023-07 pour le 53 Léo Cochon, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 11, consultation publique portant sur le règlement numéro R839-2023, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R630-2015, dans le but d'ajuster le nombre de résidences de tourisme autorisées dans les zones FH 509 et FH 537, suivi en 12 de l'adoption du second projet de règlement R839-2023, en 13, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R844-2023, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R630-2015, dans le but d'agrandir la zone V438 dans le secteur chemin de la Pointe, suivi en 14 l'adoption du premier projet de règlement R844-2023. En 15, adoption finale du règlement numéro R840-2023, ayant pour objet de modifier le règlement sur les usages conditionnels numéro R636-2015, dans le but principal d'ajouter les sections applicables aux unités d'habitation accessoires et d'habitation intercalaire, ainsi que de modifier le règlement de zonage R630-2015, afin d'ajouter la terminologie applicable à une unité d'habitation accessoire et à une habitation intercalaire.
Résolution administration et législation 1. Résolution autorisant la fermeture de divers projets. Suivi en F, affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. G, correspondance. H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois d'avril 2023. I, période d'intervention des membres du Conseil, suivi des questions du public et de la levée ou l'ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, vous allez voir là, en cours de séance, il y a quand même plusieurs points qui ont été reportés. Là. Les événements de la dernière semaine font en sorte que l'administration municipale s'est vraiment activée dans la gestion de la crise. Et on était en mode gestion des priorités. Donc, il y a plusieurs points, là, la correspondance, les comptes, tout ça, et même des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour qui ont été reportés là, à une date ultérieure. Donc, pour débuter, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Donc, c'est proposé par M. Boily. Est-ce que c'est appuyé? C'est appuyé de M. Fizette. Donc, maintenant, on serait rendu présentation des états financiers au 31 décembre 2022. Donc, c'est le point là, névralgique de la séance de ce soir. Donc, je vais demander à M. Sébastien Roy de la firme Aubé Anctil Pichette, s'il vous plaît, de procéder à la présentation, qui est quand même là, une étape importante. Hein, en cours d'année, autant on a le budget en décembre et autant on a les états financiers là, qui sont validés par le vérificateur externe qui arrive toujours là, au printemps. Donc, merci, M. Roy. Bien, merci. Donc, oui, comme M. le maire vient de le dire, le clou de la soirée, le moment important de la soirée. Alors, allons-y. On va parler des états financiers 2022 qui sont terminés. On a regardé, là, on a regardé avec le conseil en détail tout à l'heure. Ce matin, on va faire un survol avec vous. Donc, ça va être une présentation quand même assez brève. On va parler donc du surplus de l'année. On va parler du surplus accumulé. On va parler également des dettes à long terme et des immobilisations de vos investissements là, pour l'année 2022. Alors, on va suivre la présentation qui a été préparée par Benoît là, de la trésorerie. Vous avez donc en main les acétates et vous avez à l'écran également. Donc, la première acétate vous montre les revenus de fonctionnement. Donc, on va se rendre tranquillement là, au surplus accumulé de l'année avec 3 items. Donc, les revenus, les dépenses et les éléments là, de conciliation à des fins fiscales. Donc, pour commencer, les revenus de fonctionnement. Donc, vous voyez la distribution là, des revenus de fonctionnement. Donc, on parle de revenus là, pour 2022 de 22 millions de dollars, 22,5 millions de dollars. Et vous voyez la proportion importante là, des taxes municipales à 16 millions, donc à peu près 82 % là, des revenus de la municipalité viennent des taxes municipales. Donc, c'est très, très important. Et les autres revenus qui sont présentés là aussi, qui sont de moindre importance. Alors, on parle de 22 millions. Ensuite, l'acétate suivante, on vous présente les charges de fonctionnement qui sont divisées là, dans les différentes activités de la municipalité. Donc, on parle d'un total là, de dépenses cette année de 18,7 millions. Assez bien réparti là, entre les différentes fonctions de la municipalité cette année encore. Et la troisième acétate vous montre les éléments de conciliation des fins fiscales. Donc, ça, c'est un sujet qui est propre aux municipalités, mais on ne voit pas ça dans les entreprises, dans les autres entreprises. Mais sachez qu'on doit tenir compte là, du remboursement de la dette à long terme, qui est l'élément principal des éléments de conciliation, dans le calcul du résultat d'une municipalité. Donc, le remboursement de la dette à long terme, cette année, s'élève à presque 2 500 000. Ce montant-là est net des subventions que la municipalité a reçues. Là. Il y a certaines dettes de la municipalité qui sont subventionnées par le ministère. Donc, le montant net est à 2 500 000. Donc, si vous prenez ces 3 éléments-là ensemble, la prochaine acétate, ce sont les 3 éléments qui constituent le résultat de l'année. Donc, des revenus de fonctionnement de 22 millions, des charges de fonctionnement de 18 millions et des éléments de conciliation à des fins fiscales de 2 millions. Vous avez votre excédent de fonctionnement de l'année qui est à 1 300 000 cette année. Donc, par rapport à l'année passée où on avait fait un surplus de 2,5 millions, donc c'est un résultat qui est à peu près la moitié, mais quand même un bon surplus encore cette année pour la municipalité. Donc ça, c'est le surplus de l'année en cours, de l'année 2022 plutôt, qui vient s'additionner évidemment à ce qu'on avait d'accumulé. Donc, l'acétate suivante, c'est ce qu'on vous montre là dans le tableau. Donc, le surplus non affecté vient s'additionner au surplus accumulé qu'on avait à la fin de 2021, qui était à 2,7 millions.
Et on vient soustraire les utilisations de surplus qu'on a faites durant l'année, donc toutes les affectations là, de surplus que le Conseil a faites au fil des mois là, de janvier à décembre 2022 à 1,5 million. Ce qui fait qu'on finit l'année à peu près au même niveau que l'année passée, juste un petit peu moins, là, à 2,5 millions de surplus non affectés. Donc ça, c'est un surplus là, qui appartient à la municipalité et qui pourra servir là, à toutes sortes de choses, dans le fond. Vous en avez également un surplus affecté, accumulé à la municipalité. Donc ça, c'est un surplus qui est déjà affecté à certaines fins. On en a pour 1 200 000. Donc, en plus du 2 500 000, on a un autre 1,2 million pour lequel on a déjà décidé à quoi il va servir. Donc, on l'a dans le surplus affecté. La cétate suivante. Donc, le surplus affecté, vous avez le détail qui est là, le 1,2 million. Il est détaillé là. Donc, il y en a une grande partie qui est réservée là, pour le budget 2023. Le 696 000, presque 700 000 là, qui est réservé pour le budget 2023. Et vous avez toujours là, la réserve hors public qui est bien appréciée là, à Baie-Saint-Paul, donc qui est séparée en deux cette année, là, une partie pour l'Arena, une partie pour l'art public, mais donc ensemble, là, ça fait à peu près 200 000 là, dans la réserve d'art public. Et vous avez toutes sortes d'autres réserves, là, une multitude d'autres réserves qui sont déjà prévues, mais on va présenter les deux principales seulement. Donc voilà pour le surplus affecté. La municipalité a également des revenus reportés. Je pense que c'est, oui, voilà, la cétate suivante vous présente les revenus reportés. Donc ça, c'est de l'argent qu'on a déjà reçu, mais dont la dépense n'est pas encore faite. Donc la dépense va se faire dans les années futures, soit en 2023 ou les années suivantes. Et donc à ce moment-là, on constatera le revenu, mais l'argent est déjà encaissé. Donc vous voyez qu'il y en a quand même pour 2 millions. Donc, un autre coussin, disons, financier pour la municipalité. Principalement, donc, des subventions là, qui sont déjà encaissées, mais dont les dépenses là, s'en viennent dans les années futures. Vous avez également là, divers montants là, pour l'Arena et la carrière sablière pour réparer les chemins là, de la municipalité. Donc, 2 millions à ce niveau-là également. Ensuite, on est rendu, OK, dans les acquisitions 2022. Donc, on a fait le tour là, des surplus accumulés de la municipalité. On a un petit mot là, sur les investissements qui ont eu lieu en 2022. Donc, vous voyez là, qu'il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, là, mais 16 millions, donc ça a été une grosse année d'investissement pour la municipalité. Mais il y en a 3 qui ressortent un peu plus. Là. Donc, puis je suis certain que vous seriez capable de les nommer. Donc, on a l'Arena. La phase 2 de l'Arena en 2022 qui s'est réalisée à 6,5 millions. On a le boulevard Monseigneur de Laval qui a subi des travaux, alors à 4 millions à ce niveau-là. Et puis il y a Maison-Mère là, qui est en rénovation également pour 1,5 million. Il y en a beaucoup d'autres, évidemment, mais ce sont les 3 principaux là, en 2022. Et pour finir la présentation, on a la présentation de la dette à long terme. Donc, un petit mot sur la dette à long terme. On vous montre là, il y a beaucoup de chiffres sur cette acétate, mais on vous montre là, les ratios d'endettement principaux pour la municipalité. Donc, ce n'est pas une erreur. Là. Donc, le ratio n'a pas changé de 2021 à 2022 pour ce qui est de la charge là, de remboursement de la dette à long terme sur les dépenses. Donc, la charge de remboursement, c'est combien vous coûte votre dette à long terme par rapport à l'ensemble des dépenses de la municipalité. Donc, c'est encore cette année là, à 16,2 même chose que l'an passé. Donc, 16,2 de vos dépenses là, qui vont pour le remboursement de la dette à long terme. Le deuxième ratio qu'on vous présente, donc, c'est le solde de votre dette à long terme par rapport à l'assiette d'évaluation imposable de la municipalité. Donc, ce ratio-là a très légèrement augmenté cette année, passé de 3,62 à 3,96. En termes de dollars, la dette à long terme, à la charge du gouvernement du Québec, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une partie de votre dette à long terme là, qui est subventionnée, donc que le gouvernement vous rembourse. On a à peu près 8 millions de dollars là, qui va être à la charge du gouvernement du Québec. La portion à la charge de la municipalité se chiffre à 45,8 millions. Et donc, une dette à long terme totale de 53 millions. Pour ce qui est de la variation durant l'année 2022, bien, on a fait des nouveaux emprunts pour 10 millions, on a remboursé pour 3 millions,
Et donc, au global, la dette à long terme a augmenté là, de 7 millions par rapport à l'année passée. Mais les investissements ont aussi augmenté, ce qui fait qu'un dans l'autre, c'est pour ça que vos ratios là, varient très peu. Donc, évidemment, on emprunte pour faire des investissements. Donc, voilà pour la dette à long terme. Alors, ça fait le tour des 4 sujets que je voulais vous présenter ce soir. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Donc, merci, M. Roy. Donc, si j'y vais, là, pour moi, un petit peu pour les commentaires, mon éditorial, si on peut dire ça comme ça, là, je dois commenter quand même la dette, là, pas la dette, les états financiers, là, selon la loi, là, le maire doit les commenter lorsqu'on les présente. Donc, c'est clair que les états financiers 2022, bien, ça marque en même temps le retour progressif à la normale. Hein. Il y a eu une pandémie et il y a une partie quand même de 2022 où il y a eu des fermetures d'activités. Si on pense à l'hiver 2022, bien, il y a eu le hockey mineur a commencé en mars, donc il y a eu des fermetures, il y a eu des activités que normalement qui avaient lieu, qui n'avaient pas lieu. Donc, c'est vraiment le début du retour à la normale post-COVID-19. Et comme M. Roy le disait, là, on enregistre quand même un surplus de fonctionnement là, de 1 332 000 au 31 décembre 2022, qui est quand même un surplus qui est considérable. Il y a une partie de surplus qui s'explique là, par les droits de mutation immobilière au montant de 280 000. Mais ça, c'est de 280 000 $. Donc ça, c'est vraiment les droits de mutation. À chaque fois qu'il y a une transaction de vente, bien, c'est la fameuse taxe, des fois qu'on appelle la taxe de bienvenue, tout ça, les droits de mutation. Il y en a quand même là, beaucoup, des fois des condos que ça se vend assez régulièrement. Donc ça apporte là, des revenus à la ville. Les compensations tenant lieu de taxes, donc lorsqu'on parle de ce que le gouvernement contribue au niveau là, de sa part pour le centre hospitalier, pour les établissements du réseau de l'éducation, les écoles, donc il y a eu là, un montant là, au surplus de 181 000 $ de ce qui avait été budgété. Il y a eu une diminution quand même là, des activités du service des loisirs durant là, une partie de l'année en raison de la pandémie, et ainsi que la fermeture de l'aréna en raison des travaux là, pour un montant de 560 000 $. Donc ça explique une bonne partie du surplus. L'aréna, s'il vous plaît. Donc, l'aréna qui a été fermée là, quand même pendant plusieurs mois pour les travaux. Donc, ça fait en sorte que c'était budgété, mais finalement, en raison des travaux, c'est de l'argent là, qui n'a pas été sorti des coffres. On a un montant aussi d'environ 200 000 $ là, qui s'explique par de l'absence des membres du personnel en cours d'année, donc des membres du personnel qui ont été absents et qu'il n'y a pas eu de remplacement à ce niveau-là. Au niveau du surplus accumulé, comme M. Roy le mentionnait, la Ville là, détenait au 31 décembre 2022 là, un surplus non affecté de 2 569 000 $. Ça paraît beaucoup, mais en même temps, on le voit hein, avec des événements comme on a connu cette semaine, bien, ça prend quand même un certain coussin financier. On fait face à différentes dépenses également, souvent qui ne sont pas prévues. Donc, d'avoir un coussin financier, c'est important. Le surplus est encore beaucoup plus important, mais lorsqu'on a dû rembourser des sommes là, quand même de quelques millions au CIUS, là, au gouvernement du Québec là, pour les taxes du nouvel hôpital, bien, c'est clair que ça a fait fondre le surplus. Donc, on est en train de se refaire un surplus qui va nous permettre là, de bien naviguer dans le futur. Du côté de la dette, Monsieur le comptable l'a mentionné, là, la Ville de Baie-Saint-Paul a une dette là, maintenant là, qui était au 31 décembre de 45,8 millions et celle du gouvernement est à plus ou moins 8 millions qui, pour notre part, donc pour un 53,8 millions. C'est clair que malgré que la dette, oui, soit en augmentation, on a quand même investi de façon importante dans les infrastructures au courant de la dernière année. Lorsqu'on parle de la réfection de l'aréna, bien, c'est un chantier qui était quand même imposant. Les travaux de la 138, puis les rénovations de la caserne d'incendie. Donc, ces 3 chantiers-là expliquent là, en très majeure partie l'augmentation là, de la dette. Lorsqu'on parle également de maison mère, hein, tous les investissements là, en lien avec l'espace bleu qui va s'en venir, bien, l'espace bleu, ça va amener des compensations pour tenant lieu de taxes. C'est clair que dans le futur, le gouvernement va nous payer à la Ville des revenus à ce niveau-là. Donc, oui, on investit sur le coût, mais c'est de l'argent là, qui va rapporter là, à la Ville dans le futur là, en lien avec ce projet culturel. Et une chose qui est importante à dire, c'est qu'on a su quand même saisir des opportunités. Lorsqu'on a fait ces travaux-là, bien, il y a eu des subventions du gouvernement. Donc, le gouvernement était prêt à investir là, pour assurer là, la rénovation puis la mise à niveau de nos infrastructures. C'est sûr que si on avait fait tous ces travaux-là sans le gouvernement,
bien, ça serait encore beaucoup plus onéreux là, pour la Ville puis sur la dette. Donc, je crois que c'est quand même très intéressant que la Ville était au rendez-vous lorsque le gouvernement avait des programmes de subvention. Et ça, de plus en plus, lorsque on y va avec des projets, ce qu'on veut, c'est que le gouvernement puisse investir avec nous là, dans les projets pour diminuer la part là, du citoyen. On travaille également d'arrache-pied à ce niveau-là. C'est une directive qu'on a donnée également là, aux différentes directions de l'organisation. Et tu sais, juste par exemple, l'Arena est financé les travaux à 67 %. Donc, c'est quand même très intéressant. Si je pense à la caserne incendie, c'est 65 % qui est à la charge du gouvernement du Québec. Et, alors que la 138 là, est à 50 %. Donc, il y a quand même des programmes de subvention là, qui sont non négligeables. Et je crois que, nonobstant la situation des inondations de cette semaine, on peut se réjouir qu'il y a quand même de la construction de développements immobiliers et commerciaux d'importance sur notre territoire qui vont arriver dans les prochaines années, qui vont apporter des revenus quand même à la Ville. Je nommerai pas de nom puisqu'il y en a plusieurs, mais on est quand même, oui, il faut assurer une saine gestion financière et on se dit quand même qu'il y a des sources de revenus là, qui vont s'en venir là, dans les prochaines années. Il va y avoir des annonces là, dans les prochains mois, les prochaines années. On ne peut pas procéder à ce type d'annonce ce soir, mais il y a quand même là, des revenus là, substantiels là, qui vont arriver là, dans les prochains mois et les prochaines années sur le territoire de Baie-Saint-Paul. Donc, ça complète, moi, mon discours du maire à ce niveau-là. Donc, on serait rendu déjà là, à l'adoption. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait la proposition? Donc, M. Ménard et c'est secondé de M. Fizette. Vous permettez une question, monsieur? Oui, vous pouvez y aller, M. Duchesne. J'aurais une question pour toi, Sébastien, s'il vous plaît. La richesse foncière uniformisée de la Ville est de quel ordre? Et si tu pouvais me donner le différentiel entre 21 et 22, j'apprécierais. Non, donc je ne pourrai pas. Non, c'est pas dans le sommaire de l'information financière. Je vais pouvoir demain matin, mais pour ce soir, non. Je n'ai pas cette information. 1,4 milliard. Puis l'année passée, il était de 1,250 millions. Régent à la rescousse. Merci, Régent. Donc, ce qu'on disait, c'est que c'est ça, là, ça serait rendu à 1,4 milliard comparativement à 1,2 milliard l'an dernier, c'est ça? 250 millions l'an dernier. Et on va avoir le nouveau rôle d'évaluation qui va être déposé là, l'automne prochain. Donc, ça va pour tout le monde au niveau des états financiers? Parfait, merci. Merci beaucoup. Bon, ça fait plaisir. Bonne soirée. Merci. Donc, maintenant, dans la section règlement en 1, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2023-03. C'est pour Laurent Saint-Antoine-Nord. Donc, c'est la demande là, pour, qui nous est formulée là, pour autoriser la création d'un terrain partiellement enclavé à l'extérieur du périmètre urbain avec frontage sur rue de 6,43 mètres, alors que les terrains partiellement enclavés sont autorisés uniquement à l'intérieur du périmètre urbain avec frontage sur rue d'une largeur minimale de 4,6 mètres sur toute sa profondeur. Également, autoriser la création d'un terrain partiellement enclavé à l'extérieur du périmètre urbain avec frontage sur rue de 6,44 mètres. Là, donc, il y a une petite variation comparativement à l'autre, alors que les terrains partiellement enclavés sont autorisés uniquement à l'intérieur du périmètre urbain avec frontage sur rue d'une largeur minimale de 4,6 mètres sur toute sa profondeur. Il y a eu également là, une ancienne dérogation mineure qui avait été acceptée pour la création d'une rue, mais que les coûts sont trop élevés pour la réalisation de celle-ci. Et considérant qu'une seule entrée mitoyenne sera créée pour les deux terrains partiellement enclavés et que la demande... Oh, excusez. Et que la demande de... Okay, ça va? Merci. Et que la demande je vais juste marquer, que la demande est pour désenclaver les deux terrains et ainsi permettre la construction résidentielle. On mentionne également du côté là, du service urbaniste que l'ancienne dérogation mineure a été autorisée pour les éléments dérogatoires suivants. Donc, la connexion d'une rue sans rayon de courbure alors que le minimum requis est de 7,60 mètres. Une rue dont la pente est de 11,79 % à une distance moindre de 20 mètres du centre d'une intersection alors que le maximum autorisé est de 3 %. Une rue locale dont la pente est de 13,50 % alors que le maximum autorisé est de 12 %. Considérant que seulement l'opération cadastrale avait été effectuée par le passé,
Donc, le comité consultatif d'urbanisme nous recommande d'accorder conditionnellement la dérogation mineure à ce qu'une seule entrée mitoyenne soit créée pour les 2 terrains partiellement enclavés et à ce que les propriétaires gèrent l'écoulement des eaux par le biais d'aménagement de fossés de part et d'autre de l'allée et à ce que les propriétaires demandent conseil au besoin pour la réalisation des travaux au service des travaux publics. Donc, on est en consultation publique. Est-ce qu'on avait reçu des commentaires, M. Bouchard? Non, aucune. Aucune. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici ce soir et qui aimeraient se faire entendre relativement à cette demande? Non. Donc, je vais clore la période de consultation publique et je vais demander au Conseil si on est prêt à adopter le tout. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Donc, c'est proposé par M. Duchesne et c'est appuyé de M. Besson. Donc, la demande est acceptée conditionnellement. En 3, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2023-04, c'est pour le 19 rue Euloge. La demande a pour but d'autoriser l'aménagement d'un 2e accès au terrain, alors que le maximum prescrit est de 1 accès. Considérant les raisons évoquées par le requérant, à savoir qu'il a comme projet éventuel la construction d'un garage vis-à-vis esthétique et en fond de terrain, que le terrain a plus de 12 000 pieds carrés, que le projet ne créerait aucune nuisance pour les voisins. Considérant que la propriété a déjà un garage annexé, considérant que l'acceptation de la présente demande pourrait ouvrir la porte à d'autres demandes similaires, considérant que les dispositions réglementaires faisant l'objet de la demande peuvent faire l'objet d'une dérogation, considérant que la demande semble être conforme aux objectifs du plan d'urbanisme. Donc, le CCU aussi se questionnait sur l'éventuel projet de garage et à savoir si le tout pourrait porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Donc, le comité consultatif d'urbanisme recommande de refuser la dérogation mineure au Conseil. On est en consultation publique. Est-ce qu'on a eu des commentaires, M. Bouchard? Aucun commentaire. Est-ce qu'il y en a qui sont ici présents ce soir et qui aimeraient se faire entendre sur ce dossier? Non. Donc, je vais clore la demande, la période de consultation publique. Et là, comme on a eu la précision quand même que c'est un garage qui, oui, il serait en quartier résidentiel, mais c'est vraiment pour une utilisation de nature privée. Donc, on ne parle pas d'un garage de nature publique. Et en même temps, il y a déjà des gens dans le secteur qui ont 2 entrées et ça a déjà été fait dans le passé. C'est vraiment du cas par cas. Donc, là, au niveau du Conseil, on irait pour autoriser la demande malgré la recommandation du CCU. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je le propose. Donc, Mme Bouchard propose d'accepter la demande telle que présentée par le requérant et M. Ménard seconde le tout. Donc, ça va pour tout le monde? Oui. Donc, cette demande est acceptée. En 5, D5, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2023-05. C'est pour le 113 montée Tour-l'Oignon. Donc, la demande a pour nature d'autoriser la construction d'un garage privé isolé de 167,25 mètres carrés, alors que le maximum prescrit est de 85 mètres carrés. Autoriser la construction d'un garage privé isolé d'une hauteur de 10,16 mètres, alors que le maximum prescrit est de 6,34 mètres pour une habitation d'une hauteur de 7,92 mètres. Autoriser la construction d'un garage privé isolé avec 3 portes de garage, alors que le maximum prescrit est de 2 portes de garage pour un garage complémentaire à un usage d'habitation. Considérant les raisons qui sont invoquées par le requérant, à savoir que la maison est bigénérationnelle et qu'ils ont 4 voitures et remorques à remiser, que le règlement de zonage permet la construction de 2 garages privés isolés, chacun de 85 mètres carrés, et que des cèdres ont été plantés le long de la ligne avant pour dissimuler le garage projeté. Considérant que 2 garages privés isolés de 85 mètres carrés n'auront pas un volume aussi élevé que la construction projetée d'un seul garage. Considérant que dans les plans de construction, il y a ajout d'un pont roulant à l'intérieur du bâtiment, seulement un doute quant à l'usage qui sera exercé dans le garage projeté, considérant que la hauteur du garage est très élevée en raison de la structure nécessaire à l'installation d'un pont roulant à l'intérieur du garage, considérant que le garage aura une superficie et une hauteur plus grande que la résidence, considérant que la demande de dérogation mineure n'a pas un caractère mineur, considérant qu'un garage de 85 mètres carrés est assez grand pour remiser des véhicules et équipements à usage domestique. Donc, le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil de refuser la demande. C'est clair qu'au niveau du Conseil,
On trouve que c'est quand même assez là, imposant. Là, lorsqu'on parle de 3 portes de garage, ben, c'est un petit peu comme les garages qu'on a, les concessionnaires automobiles ou les garages là, automobiles, ce qui est quand même important. Donc, on est en consultation publique. Est-ce qu'on a, M. Bouchard, des commentaires? Aucun. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont ici dans la salle et qui aimeraient se faire entendre sur ce dossier? Négatif. Donc, je vais clore la période de consultation publique et je vais demander au conseil si on est prêt à aller de l'avant. Donc, on irait là, pour refuser la demande. Donc, M. Besson, vous proposez de refuser la demande. Est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde le tout? M. Boily. Donc, ça va pour tout le monde? Donc, la demande est refusée. Monsieur le maire, moi, ce qui me questionnait surtout, c'est pas le nombre de portes, mais c'est la hauteur du bâtiment, plus grand que l'habitation principale. Donc, c'est pour cette raison-là que je vais accepter la demande. Parfait. Prochaine demande. On serait rendu au set consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure 2-2023-06. C'est pour le trait carré Saint-Jean. Donc, pour le lot 6 461 887. Donc, M. Duchesne se retire là, puisque c'est quelqu'un là, qui est un membre de sa famille là, qui dépose la demande. Donc, c'est pour une demande là, pour la construction d'un bâtiment secondaire. Là, il n'y a pas de bâtiment à l'usage principal déjà établi. Donc, présentement, là, il manque des documents là, au niveau de ce dossier. Donc, actuellement, là, c'est sûr qu'on ne peut pas l'accorder cette dérogation. Là. Donc, il y a un petit imbroglio administratif. Là, il manque des documents. C'est clair qu'on ne peut pas aller de l'avant avec l'adoption. Donc, on est en consultation publique puisque le tout a été publié. Est-ce qu'il y en a, M. Bouchard, qui avait formulé des commentaires? Aucun. Est-ce qu'il y en a qui sont ici ce soir qui ont des commentaires? Non, donc je vais clore la période de consultation publique. Et ce qu'on viendrait faire, ce serait d'annuler cette demande, puisqu'il manque beaucoup trop d'informations et on n'est pas capable de trancher ce dossier. Donc, le demandeur là, devra là, refaire une demande là, en bonne et due forme, puisqu'actuellement, on ne peut pas là, trancher ce dossier. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui fait la proposition pour l'annulation de la demande? Donc, M. Ménard et c'est secondé par M. Fizette. Donc, on peut faire entrer M. Duchesne. C'était le premier. Donc, la prochaine demande, donc, c'est pour consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2023-07. C'est pour le 53 chemin Léo Cochon. Donc, la demande a pour but là, d'autoriser la création d'un lot non desservi par l'aqueduc et égout sanitaire d'une largeur de 16,66 mètres, alors que le minimum prescrit est de 50 mètres. Autoriser la création d'un lot non desservi par l'aqueduc et l'égout sanitaire d'une largeur de 16,67 mètres, alors que le maximum prescrit est de 50 mètres. Et l'autre terrain, là, c'est la même chose également, là, une largeur de 16,67, là, alors que le minimum prescrit est de 50 mètres. Il manque également là, beaucoup d'informations. Donc, comme le requérant n'a pas déposé là, tous les formulaires, donc c'est la même chose. Donc, on irait là, au niveau de la consultation publique. Est-ce qu'on avait eu des commentaires, M. Bouchard? Aucun. Donc, on n'a pas eu de commentaires. Est-ce qu'il y en a qui sont ici ce soir en lien avec ce dossier? Non. Donc, je vais clore la période de consultation publique. Là, et ce dossier, là, comme c'est pas la même nature que l'autre, mais il manque quand même là, des documents, mais on avait quand même certains croquis. Donc, le dossier serait tout simplement reporté là, pour avoir tous les informations. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Donc, c'est proposé par Mme Bouchard de reporter. C'est secondé par M. Fizette. Maintenant, 11. Consultation publique portant sur le règlement numéro R839-2023 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R630-2015 dans le but d'ajuster le nombre de résidences de tourisme autorisées dans les zones FH 509 et FH 537. On en avait déjà parlé la dernière séance, donc c'est pour le développement de villégiature là, qui est communément appelé l'horizon boisé, afin d'augmenter là, le nombre de résidences de touristes là, qui est autorisé
autorisés dans la première zone, dans leur première phase. On viendrait faire augmenter le nombre de résidences de touristes de 1 et on va venir le soustraire de 1 dans la deuxième phase. Donc, ça fait en sorte que ça reste au total la même chose, sauf qu'on ajoute une résidence de touristes dans la première phase et on enlève une seconde là, dans la deuxième phase. Il y a un avis de motion qui avait été fait là, le 24 avril dernier là, par M. Duchesne. Donc, et ce soir, là, on viendrait là, continuer là, toute notre procédure. Donc, on est en consultation publique. Est-ce qu'on a reçu des commentaires? Aucun. Aucun. Est-ce qu'il y en a qui sont ici ce soir en lien avec cette demande? Non. Donc, je vais clore la période de consultation publique et je vais demander au conseil si on est prêt à aller de l'avant. Comme M. Duchesne, vous aviez fait l'avis de motion, donc je vais vous mettre proposeur et M. Boily va être secondeur. En 13, l'adoption d'un règlement qui portera le numéro R 844-2023 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R 630-2015 dans le but d'agrandir la zone la zone V-438 dans le secteur du chemin de la Pointe. Donc, c'est une demande là, d'amendement qui a été soumise par le propriétaire là, du lot 4 392 661 pour qu'une partie de cette propriété soit intégrée dans un agrandissement de la zone V438 afin qu'il puisse réaliser un projet de construction d'une résidence. C'est la partie là, du lot là, qui est visée par la demande. Elle se trouve là, dans une aire d'affectation de villégiature au niveau du plan d'urbanisme. Là. Et là, si on y va avec cet agrandissement, ça serait tout de même là, conforme là, à notre plan d'urbanisme. Donc, ce soir, c'est un avis de motion. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? M. Duchesne dépose l'avis de motion. Donc, on est rendu à aux premières adoptions du projet. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui fait, comme vous avez déposé l'avis de motion, je vais vous mettre proposeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde? M. Fizette. Donc, c'est proposé par M. Duchesne et c'est secondé par M. Fizette. En 15, adoption finale du règlement numéro R 840-2023 ayant pour objet de modifier le règlement sur les usages conditionnels numéro R 636-2015 dans le but principal d'ajouter les sections applicables aux unités d'habitation accessoires et d'habitation intercalaire ainsi que de modifier le règlement de zonage R 630-2015 afin d'ajouter la terminologie applicable à une UHA et à une habitation intercalaire. Donc, il y a lieu là, d'ajouter là, l'ajout là, d'une habitation accessoire à certains usages résidentiels. On en a déjà parlé. Il y avait eu là, un avis de motion en mars dernier. Il manquait là, la disposition référendaire. Il y avait une petite coquille là, dans la rédaction de notre règlement. Donc, le tout a été affiché. Il n'y a pas eu de demande là, de registre. Donc, on est correct à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment pour annuler la résolution précédente de 23-04-169. Là, et on va continuer la procédure de modification réglementaire en adoptant le second projet de règlement. Et comme je vous mentionnais, il n'y a eu aucune demande de signature là, des registres. Donc, le projet progresse normalement. Donc, comme c'est l'adoption finale, donc, M. Ménard, vous en faites la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde le tout? M. Boily. Résolution administration et législation. Résolution autorisant la fermeture de différents projets. Donc ça, c'est au niveau comptable. C'est 50 projets qui sont fermés là, par cette résolution. Lorsqu'il reste, des fois, là, si on emprunte, je ne sais pas, pour 1 million, mais qu'on en a dépensé 800 000 là-dedans, bien, il reste des soldes résiduels, exemple de 200 000 là, sur le 800 000 versus la demande d'1 million. Donc, on viendrait fermer là, au niveau du ministère des Affaires municipales là, un montant de 2 925 792 $ qu'on vient fermer. Là, c'est des règlements là, d'emprunt qui sont terminés. Donc, c'est vraiment là, pour une fermeture là, de 10 projets. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Fizette, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. M. Boily. Donc maintenant, correspondance, elle est reportée. Toutes les différentes correspondances, là, les membres du conseil vont en recevoir copie là, dans les prochains jours. Lecture des comptes également, c'est reporté. Tout va se faire là, dans les prochaines semaines. En période d'intervention des membres du conseil, est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole à ce stade-ci? M. Besson? Probablement que d'autres conseillers vont l'évoquer, mais je tenais à revenir rapidement sur les événements des derniers jours, pas pour en parler, mais seulement premièrement pour signifier toute mon admiration à la résilience, la solidarité que j'ai vue chez les Baie-Saint-Paulois dans les derniers jours. On a la plus belle communauté au monde.
Puis c'était très émouvant de voir les gens s'entraider comme ça. C'est une des choses qui m'a le plus marqué, outre le niveau de l'eau. Et aussi, je tiens à exprimer mes plus sincères félicitations au service de sécurité incendie de la ville de Baie-Saint-Paul, tous les fonctionnaires de la ville de Baie-Saint-Paul, puis tous les intervenants, mais particulièrement cette gang-là qui ont été de tous les combats dans la dernière semaine. Sans eux, je pense que ça serait pas mal moins bien passé dans les circonstances, si on peut le dire comme ça. Fait que j'envoie toutes mes félicitations aux gens qui ont contribué là, à soutenir notre communauté puis à nos fonctionnaires. Pour vrai, chapeau. Merci. M. Fizet. Ça fonctionne, oui. OK. Oui, on vous entend bien. Je m'associe aux propos de M. Wesson. Évidemment, des félicitations à toute l'équipe de la municipalité. Ça part du maire aller jusqu'à celui qui passe le balai. Là, je veux dire, tout le monde a contribué pour rendre les choses les plus facilitantes possibles au profit de nos concitoyens. J'offre aussi en même temps toutes mes sympathies à ces gens qui vivent une période particulièrement difficile. Ils ont des deuils, ils auront des deuils et ils auront encore d'autres deuils par rapport à cette situation-là. Alors donc, il faudrait quand même continuer à les encourager et à passer à travers tout ça. Les messages positifs dans cette période-là sont très importants pour tout chacun. Alors, autant qu'on puisse le faire. Je remercie aussi, évidemment, tous les citoyens qui, à travers nous, ont investi pour faire face à cette misère-là. Alors, ce seront des investissements qui viennent on l'a vu tantôt à travers le budget, que c'est quand même 84-86% qui sont tirés des valeurs foncières. Alors, c'est sûr que tout le monde est là pour participer à ça. Okay? J'ajouterais un petit mot concernant l'histoire de la dette. Je veux juste dire, parce que c'est toujours un peu fatigant quand on va grossir une dette, mais juste dire qu'il y a des choix à faire, à savoir ou bien non on se permet des investissements, ou bien non on crée une dette à l'endroit des infrastructures. Alors c'est des choix qui sont importants quand même pour notre communauté, pour notre milieu. Alors il ne faut pas se fatiguer non plus à tenter aussi longtemps qu'on aura les moyens de faire face. On peut se permettre là, de faire des investissements dans notre... Comme M. le maire disait, il y a des opportunités qui se présentent, il y a des subventions qui s'accrochent. Maintenant, c'est sûr que quand on accepte une subvention, bien, il y a toujours une part de la ville qui doit être investie. Alors, c'est l'effet de l'augmentation de la dette. Mais en même temps, ça augmente la richesse foncière uniformisée, comme M. Duchesne le demandait tout à l'heure. On aura cette réponse-là ultérieurement, mais enfin, M. Tremblay l'a ajouté. On a augmenté quand même de 200 millions la richesse foncière. Alors, c'est pas rien, ça non plus. C'est des revenus qui vont s'ajouter dans le prochain budget. Alors, c'est ce que je voulais ajouter. Monsieur Ménard. Ben, juste un petit mot, justement, pour me joindre à tout le conseil, aussi à M. le maire, de féliciter tous les employés de la ville. C'est vraiment une grande fierté que j'ai aujourd'hui d'être conseiller municipal de la municipalité de Baie-Saint-Paul. Ça a été tellement beau à voir la semaine dernière, puis encore aujourd'hui, toute l'entraide qui peut se passer. Alors, merci énormément à tout le monde. Merci, M. Ménard. Mme Bouchard. Je tiens à remercier vraiment la solidarité charlevoisienne parce qu'il n'y a pas juste Baie-Saint-Paul qui s'est relevé les manches, mais vraiment, puis excusez mon émotivité, là, j'ai quand même travaillé sur deux chaises dans les dernières semaines. Je veux remercier vraiment autant les employés que la population, les bénévoles, les gens qui sont venus d'ailleurs, tous les dons qui ont été donnés, je vous en remercie. Je veux saluer particulièrement le courage, la résilience de nos gens sinistrés. Pour plusieurs, ce n'est pas encore fini. Pour plusieurs, ça va durer encore. Sachez qu'il y a toujours de l'aide. Il y a de l'aide dans la communauté.
faites appel, ne vous gênez pas. Il y a de l'aide autant psychosociale qu'au niveau alimentaire, qu'au niveau du soutien. Là, fait que faites appel au service. Donc, je veux saluer votre courage, votre résilience, parce que j'étais encore chez des citoyens tout à l'heure, là, après le boulot, j'ai passé dans les rues, et ils trouvent le tour encore de m'envoyer une petite joke pour me faire rire. Fait que, sérieusement, je suis vraiment de tout cœur avec vous, puis je suis vraiment fière de vous, et c'est un honneur pour moi là, de représenter les citoyens de la ville de Baie-Saint-Paul. Monsieur Duchesne. Ben, je vais être un peu redondant, mais je vais abonder dans le même sens que mes confrères et consoeurs. Je crois qu'à Baie-Saint-Paul, le mot entraide et solidarité sont au cœur de notre population, et on ne peut que s'en féliciter et les féliciter également. Juste vous dire que on a eu beaucoup de personnes de l'extérieur qui sont venues donner de leur temps pour aider nos concitoyens et concitoyennes. Ils nous entendent peut-être pas, là, mais je tiens à les remercier parce qu'ils ont donné un coup de main à nos personnes qui étaient dans le besoin. On peut tous se féliciter du travail accompli. Bravo! Juste pour enchérir pour ma part, moi, personnellement, j'ai été vraiment ému quand je me suis promené dans les rues. Je savais pas de bon sens. Mais également aussi, ça n'est que le début. Hein? Donc, le plus gros s'en vient. Le plus important également, c'est la reconstruction. Tant physique, mur, que ton mur mental et ton mur de cœur et d'esprit. Donc, il faut surveiller, il faut s'entraider à ce niveau-là, parce qu'il faut penser que c'est pas... même si c'est fini, là, demain matin, non. On recommence une autre étape. Ces étapes-là sont très importantes, puis on va s'en souvenir tout le temps de notre vie. Puis même, à dire franchement, ça va être assez important pour vous dire que faut s'entraider constamment, si ce n'est regarder comment se comporte un voisin, puis regarder de façon plus que l'image corporelle. Il faut aller plus loin, il faut aller au niveau de l'esprit et également aussi au niveau du cœur. Donc, je vous remercie. Puis moi, me dire honnêtement, là, j'ai des amis qui ont été impliqués carrément dans le désastre, parce que j'appelle ça un désastre. C'est un événement dans notre vie de Baie-Saint-Paul, mais c'est quand même, mettons, un élément qui fait que si on veut s'en souvenir et s'en remettre, il faut également, mettons, reprendre ça en main et reprendre le contrôle sur cet élément-là, le plus positif possible. Voilà, M. le maire. Merci. Merci, M. Boily. On serait maintenant rendu aux questions du public. Est-ce qu'il y a des gens qui voulaient prendre la parole? Non. Donc, monsieur, je pense que notre directeur général voulait prendre la parole. Oui, merci. Merci, monsieur le maire. Exceptionnellement, là, je ne suis pas supposé de parler ici, mais je voulais profiter je veux aussi souligner l'énorme travail de notre équipe, de toute l'équipe de la municipalité. On a été très exigeants et très sévères dans votre travail. Vous avez répondu d'une façon incroyable. La plupart sont très fatigués. Ils ont vécu des épreuves assez particulières qu'on peut difficilement décrire. Puis c'est grâce à eux qu'on est réussi à passer à travers ça. Fait que je voulais profiter de l'occasion que vous me donniez le micro pour vraiment les remercier, parce que c'est grâce à chacun de vous, à mon équipe de cadres, à la relation qu'on a avec le conseil municipal. Mais merci, puis chapeau. Merci, M. Gagnon. Je vais faire vite dans les remerciements. Je pense que ça a quand même été dit. Mais de voir toute la solidarité qu'on a à Baie-Saint-Paul, là, c'est vraiment le chapeau. De voir les gens d'affaires, hein, les restaurateurs qui sont venus pour donner de la nourriture sur les sites des sinistres, qui ont donné à manger à tous les sinistrés, aux bénévoles, les gens qui ont fait du bénévolat, des aînés qui me disaient « Monsieur le maire, il y a plein de gens qui viennent m'aider, je les connais même pas, puis c'est intéressant de voir ça. » Donc, le festif, un gros bravo, les plombiers qui faisaient des travaux de plomberie gratuitement dans les rues, les employés municipaux, les gens d'un petit peu partout, les services d'urgence, sérieux. Ça a été vraiment une solidarité incroyable. On est une communauté qui est forte, puis je suis convaincu qu'avec ces événements qui sont malheureux, on va réussir à se relever davantage. On va travailler, depuis le début, c'était de s'occuper de notre monde. Ça, on le dit, puis on continue à ce niveau-là.
On a pris soin de nos gens. Le but, c'était, on voulait vraiment faire en sorte de s'occuper de nos gens, qu'il n'y ait pas personne là, qui soit dans des événements là, fâcheux, malgré que la situation était indésirable. On n'a pas lésiné là-dessus. On a mis les moyens en place pour sécuriser nos gens. Il y a eu des centres qui ont été ouverts. On a mis c'était pas le temps de nous parler de facture. Là. Moi, j'avais quand même un rôle important là, dans cette gestion-là. Puis c'était là, on met les moyens pour nos citoyens. Puis par la suite, on parlera d'argent. Si on écoute normalement tout ce qu'on devait faire, toute la gestion des matières résiduelles, tous les déchets qu'il y a dans les rues, normalement, c'est à chaque personne à s'occuper de ça, puis à refaire sa réclamation au ministère de la Sécurité publique. Mais ça n'avait aucun sens de se dire qu'on voulait un dépotoir, puis qu'il arrive des problèmes sanitaires de santé publique, avec des rats, tout ça, des choses, ça n'a pas de sens. Fait qu'on a dit « go, on y va ». Puis on reparlera après ça là, de tout ça, mais la ville devait être là. On a ouvert les entrées privées. Donc, pour la suite des choses, c'est clair que la ville va être encore là. Là, ce qui est important, c'est vraiment d'aller ouvrir son dossier au niveau du ministère de la Sécurité publique, ceux et celles qui ont été sinistrés, puis pas juste dans le centre-ville. S'il y en a qui ont eu des dommages reliés aux inondations partout sur le territoire de la ville de Baie-Saint-Paul, vous pouvez aller ouvrir votre dossier. Et cette étape-là, elle est primordiale, puisque si vous voulez avoir la visite d'un expert en sinistre, votre dossier se doit d'être ouvert. Donc, il y a des gens encore hier qui me disaient « Monsieur le maire, nous, on s'occupe de la maison, puis après ça, on va s'occuper des papiers. » Je le sais que c'est un raisonnement qui est logique, mais pour ça, il faut faire les deux concurremment. Donc, on s'occupe d'ouvrir le dossier, puis ça ne prend pas une journée d'ouvrir le dossier, là. Et en même temps, on s'occupe de la maison. Pour la maison, je comprends en même temps tout ce que les sinistrés vivent. Il n'y a pas personne qui aimerait être à votre place. Une journée paraît une éternité, mais il y a des délais quand même qui doivent se faire. On va se relancer. Il va y avoir un plan de relance pour la ville de Baie-Saint-Paul. Cependant, là, 7 jours, là, à 8h à 7h50, là, 8h moins 10 la semaine dernière, là, je m'apprêtais à prendre l'hélicoptère puis à survoler la ville puis voir qu'il y avait une inondation majeure, qu'il y avait des voitures qui flottaient, tout ça. Puis là, on est une semaine après, on a réussi à tout évacuer tout le monde. Tout le monde est en sécurité. Le nettoyage avance grandement. La plupart des gens ont un dossier d'ouvert au niveau du ministère. On est à regarder pour quand les experts vont commencer à venir. Là, ça va commencer dans les prochaines heures si ce n'est pas fait. Et on est déjà avec des experts, avec du personnel à la ville en train de regarder pour le futur. Est-ce que c'est une décision qui se prend sur un coin de table, dire vous vous reconstruisez, vous, on vous envoie ailleurs, vous pouvez vous refaire avec des exemples des pilotis ou de monter la hauteur de la maison? C'est une décision qui est quand même importante. Et il faut prendre des décisions qui soient responsables, puisqu'avec les changements climatiques, bien, il y a des chances, malheureusement, que des inondations, on en revoit d'autres de notre vivant. Donc, on veut prendre des décisions qui soient éclairées. Il faut quand même... faut pas être dans le déni, là. C'est des décisions qui ne sont pas faciles. Il y a de l'émotif. Donc, ce qu'on veut, c'est prendre des décisions qui soient responsables. Alors, est-ce que ça va prendre plusieurs mois? Non. On va se fixer quand même assez rapidement, mais là, on doit vraiment analyser la situation. Il y a des gens qui ont passé toute la journée également là, à travailler sur différents scénarios. Demain, il va y avoir encore du travail à ce niveau-là. Donc, on travaille d'arrache-pied. On comprend que c'est long. Je me mets à la place des gens. C'est clair qu'on aimerait ça le lendemain d'avoir la réponse, qu'est-ce qui arrive avec notre maison, mais je demande quand même du courage aux gens. Je vous dis qu'on ne vous oublie pas, qu'on va vous arriver avec des réponses assez rapidement, mais il faut au moins nous laisser le temps de faire nos travaux et que les experts en sinistre puissent passer vous voir là, dans vos résidences. Donc, ça fait le tour de mon côté. Comme je vous mentionnais, là, notre séance, là, il y a plusieurs points qui ont été reportés. Donc, ce soir, ce n'est pas une levée de séance. On va faire un ajournement. Donc, là, j'ai besoin d'une proposition pour ajourner la séance. Donc, M. Boily s'est appuyé par Mme Bouchard. Donc, je vous remercie. Donc, bonne soirée à tous et à tous les gens qui sont touchés là, par les inondations. Courage.